Zone Europe sur Sensation. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputé allemand Jan Christoph Huygens sera notre invité, l'occasion de revenir avec lui sur l'année 2021, désignée comme année européenne du rail. Ce jour-là, le 1er janvier 2002, c'est le passage à l'euro. Les billets et pièces sont introduits dans 12 pays et 308 millions d'habitants sont concernés. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions chez L'Opportun. On s'intéressera aujourd'hui aux traditions liées au gui. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Bonjour Olivia Delasteri. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Île-de-France Europe ici à Bruxelles. Pourquoi est-ce que c'est important pour une région d'être représentée auprès de l'Union européenne? Alors, c'est essentiel puisque comme peu de gens le réalisent, finalement, les législations européennes ont un impact très fort sur à peu près toutes les législations françaises, puisqu'à peu près 80% des législations françaises découlent de règlements ou de directives européens. Et un certain nombre d'entre elles touchent directement aux compétences des régions, notamment par exemple le développement économique. Et donc les régions ont tout intérêt à être présentes à Bruxelles pour savoir ce qui se prépare, influencer les travaux des institutions européennes et ensuite bénéficier autant que possible des opportunités qui vont se présenter. Vous avez plusieurs missions ici à Bruxelles. La première, on imagine que c'est de faire le lien entre l'Union européenne et la région. Dès qu'il y a des décisions prises ici, qu'est-ce que vous faites? Vous alertez, vous échangez avec les représentants de la région? Oui, alors d'abord, un petit préalable, c'est que nous, on représente le Conseil régional, mais aussi des départements franciliens. On a cette double casquette. Et il y a également des établissements publics franciliens qui peuvent être membres observateurs de notre association. C'est le cas d'Île-de-France Mobilité. Donc on représente en total 7 membres auprès des institutions européennes. En tant que bureau de représentation, on a 3 missions. La première, c'est de faire de la veille, bien sûr, sur tout ce qui est entrepris à Bruxelles. La deuxième, c'est de permettre à l'Île-de-France de bénéficier de financements européens. Les financements de la politique de cohésion, donc le FEDER, le Fonds social européen, etc., mais pas que, puisqu'il y a aussi tous les grands programmes de financement comme Horizon Europe, LIFE, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, Erasmus. Et ça, on veille à ce que les collectivités membres de l'association en bénéficient, mais pas seulement, on travaille aussi au service des acteurs franciliens pour l'ensemble de la région. Quels sont les thèmes forts, les principaux thèmes qui intéressent la région? On a parlé du développement économique, des transports. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors juste pour revenir sur une dernière mission d'abord, c'est l'influence. Tout simplement des stratégies d'influence sur justement les politiques les plus importantes. Donc je viens à ces politiques. Alors on suit une dizaine de politiques qui sont liées donc aux compétences de la région et des départements. Donc je mentionnais tout à l'heure effectivement le développement économique qui est essentiel, notamment toutes les questions de recherche, innovation, de numérique. Il y a aussi les transports et la mobilité, surtout pour la région Île-de-France où la compétence appartient à la région. Il y a également tout ce qui concerne les questions d'environnement, énergie, climat, ce qui est très vaste bien sûr. La politique de cohésion que je citais. Également, plus pour les départements, les questions d'emploi, affaires sociales, notamment la santé, qui montent de plus en plus sur l'agenda européen. On suit aussi de très près les questions liées au tourisme, sujet essentiel pour l'Île-de-France, et là aussi sous l'angle du développement économique, et la culture également. L'Union européenne, elle peut sembler loin parfois des citoyens. Votre mission, c'est aussi de faire ce lien, de la rapprocher avec les franciliens pour que cette barrière administrative qu'on entend souvent ne soit pas un frein au projet. Oui, alors nous, ce qu'on essaye de faire surtout, c'est de rassurer les gens qui ont envie de s'engager et qui prennent contact avec les services Europe des départements ou de la région pour leur donner des conseils, les aiguillonner vers les bonnes personnes au sein des institutions. Et en fait, ce dont on se rend compte généralement, c'est qu'en fait, les institutions européennes sont très ouvertes, d'après ce qu'on nous dit, bien plus que les autorités françaises, par exemple, en fait, quand on demande un rendez-vous à la Commission européenne, si on cible la bonne personne et qu'on a des choses intéressantes à lui dire, il n'y a jamais de difficulté à obtenir un rendez-vous, au contraire. Généralement, dans les institutions, les gens sont très demandeurs d'avoir des retours d'expérience, de savoir comment ça se passe sur le terrain, comment les initiatives sont perçues, comment les financements sont utilisés, etc.
Donc finalement, les institutions, à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique ou au niveau technique, sont généralement très demandeuses d'échanges avec des acteurs ou des collectivités locales. Alors sur les financements, on connaît, il y a le Fonds européen au développement régional, le FEDER. On imagine que vous travaillez un peu avec ce fonds. Y a-t-il d'autres fonds sur lesquels vous travaillez beaucoup? Alors en fait, le FEDER relève donc de la politique de cohésion. Il y a aussi le Fonds social européen. Et en fait, l'Île-de-France est la seule région française qui bénéficie de plus de FSE que de FEDER. Et ça, cet argent est géré directement par la région, qui est autorité de gestion. Et donc nous, sur ce sujet-là, on est surtout intervenu au moment où les règlements qui encadrent la politique de cohésion pour la nouvelle programmation, donc la période 2021-2027, étaient en cours d'élaboration, puis de négociation interinstitutionnelle. Et là, on a veillé à ce que les intérêts d'une région comme l'Île-de-France, qui fait partie de la catégorie des régions les plus développées, soient bien pris en compte dans les règlements. Après, sur l'utilisation des fonds elles-mêmes, c'est la région qui intervient et nous, on est plus derrière pour avoir la toile de fond, pour leur donner des informations sur la façon dont la politique de cohésion est susceptible d'évoluer à l'avenir. Est-ce que vous avez des exemples de projets que vous avez accompagnés et qui ont pu aboutir grâce à des fonds européens? Oui. En fait, l'an dernier, on a accompagné une vingtaine de porteurs de projets en lien avec les équipes du conseil régional, où il y a aussi une équipe dédiée à ça. Et donc, on a un partage des tâches entre le conseil régional et nous. Et sur ces porteurs de projets, il y en a 8 qui ont bénéficié de financement, notamment, par exemple, Île-de-France Mobilité et la RATP, qui ont reçu 23 millions d'euros dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, qui permettra de financer le renouvellement de la flotte de bus franciliens et des infrastructures de recharge. Non, vous avez parlé tout à l'heure de lobbying. Concrètement, comment est-ce que vous faites au quotidien pour influencer sur les décisions qui sont prises ici? Concrètement, dès qu'on identifie un enjeu potentiel, un besoin qui n'aurait pas été pris en compte, on contacte les services compétents à la région ou dans les départements ou auprès d'Île-de-France Mobilité. On se met d'accord avec eux sur les messages à faire passer. Et puis, on prend contact avec la personne qui, quand on est au tout début, qui tient la plume à la Commission européenne. Puisqu'évidemment, plus on intervient tôt, plus on a de chances que ça marche. Et ensuite, une fois que la proposition de la Commission a été publiée, on relaie aussi ces messages auprès des députés européens qui sont impliqués sur le sujet, donc les rapporteurs, les shadow rapporteurs. On travaille avec des députés de toutes nationalités confondues, ça c'est très important, et de tout groupe politique confondu. Et puis on a aussi des relations étroites avec la représentation permanente de la France pour avoir des informations sur la façon dont les négociations se déroulent au Conseil et sur les positions qui se dessinent de ce côté-là. Est-ce que vous avez également des relations étroites avec les eurodéputés franciliens qui viennent de la région Île-de-France? Oui, on essaye d'entretenir des relations privilégiées avec eux. Après, ça dépend beaucoup des commissions parlementaires dans lesquelles ils sont impliqués. Plusieurs d'entre eux sont impliqués dans des commissions qui ont un impact un peu moins direct pour une région comme la nôtre. Donc, on travaille en priorité avec eux, avec les députés français en général. Mais comme je le mentionnais, si on voit que c'est par exemple un rapporteur roumain qui s'occupe du texte, c'est évidemment avec lui qu'on va essayer de travailler en priorité, tout en tenant à informer les Français de la commission concernée pour qu'ils puissent également après appuyer les positions qu'ils pourraient défendre. Vous partagez vos locaux ici à Bruxelles avec l'antenne de la région Normandie. Oui. Où sont-ils situés et comment sont-ils? Alors nous sommes situés au cœur du quartier européen, tout près du Parlement européen. Et c'est nos présidents de région qui ont décidé de regrouper leur bureau de représentation. Ça montre de manière générale la force du collectif français à Bruxelles. En fait, on travaille beaucoup entre régions françaises. On a l'habitude de se coordonner tous les mois au niveau des directeurs. On a des groupes de travail thématiques de nos bureaux. On en a 6 ou 7 et on rencontre tous très régulièrement, soit au niveau des directeurs de bureau, soit au niveau des chargés de mission, dans des groupes de travail thématiques, des décideurs au sein des institutions européennes. On partage énormément d'informations entre nous. On relaie aussi des positions communes. Quand, par exemple, Région de France a pris des positions, on n'hésite pas à le faire savoir à nos interlocuteurs. Donc, de manière générale, les régions françaises qui sont toutes représentées à Bruxelles, y compris les RUP, sont très actives et travaillent collectivement. Alors ici, on est dans le quartier européen à Bruxelles. C'est stratégique, ce quartier, c'est primordial d'être ici pour justement vos missions dont on a parlé. Oui, ça facilite énormément le travail, parce que déjà pour des raisons pratiques, on est tout près de tout le monde, et puis aussi parce que ça nous permet informellement de croiser.
on est tous au même endroit, on se croise, on discute à chaque occasion. Alors évidemment, depuis 2 ans, c'est moins le cas, mais sinon, oui, c'est utile d'être vraiment là, au cœur des choses. Toutes les régions françaises sont représentées ici à Oui. Bruxelles? Toutes. Toutes. Merci beaucoup, Je vous en prie. Olivia Delastéry, d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes la directrice d'Île-de-France Europe. Zone Europe, ce jour-là. Ce jour-là, le 1er janvier 2002, c'est le passage à l'euro. Les billets et les pièces sont introduits dans 12 pays. Retour sur un événement historique avec Europe Direct. Si vous n'êtes plus très jeune, vous vous souvenez sûrement que, si vous vouliez voyager à travers l'Europe, il fallait absolument prévoir un peu de temps pour changer votre argent liquide. Avant le 1er janvier 2002, chaque pays avait sa devise. Le franc en France, le Deutsche Mark en Allemagne, la lire italienne, la pesette en Espagne, la drachme en Grèce, etc., etc. Cette année-là, 12 pays se lancent dans l'aventure de l'euro. Seulement 3 pays avaient préféré conserver leur monnaie nationale, le Danemark, le Royaume-Uni et la Suède. L'euro est en effet une révolution monétaire et sociétale qui a changé notre manière de vivre et notre relation avec les autres pays membres. En 2021, la monnaie unique est désormais parfaitement rentrée dans les mœurs, mais on constate quand même des critiques vivaces au sein de notre continent, surtout après la crise économique et financière qui a eu lieu en 2008. Cet événement a fait déchanter une partie de la société européenne, puisqu'avec l'établissement de l'euro, nous avons espéré avoir les reins solides pour réagir aux chocs économiques mondiaux. Il faut dire toutefois qu'en général, les Européens restent favorables à l'euro. Selon le dernier sondage Eurobaromètre en 2021, 80% des interrogés sont favorables à l'euro et 76% estiment qu'il est bénéfique pour leur pays. Mais revenons sur les objectifs de cet ambitieux projet. Le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1992, prévoyait en effet l'établissement d'une seule devise pour éliminer au maximum les barrières économiques entre les pays membres. C'est donc l'un des moyens pour rendre effectif le marché unique et les 4 libertés de circulation qui le caractérisent, de personnes, de biens, services et capitaux. Les autorités européennes estimaient qu'une monnaie commune à tous les pays était nécessaire pour éliminer les fluctuations et les frais de change, favoriser la coopération et réduire les disparités économiques. Revers de la médaille, qui dit devise commune dit aussi règles communes. Des critères de convergence comme la fameuse règle du 3% qui fait chaque année grincer les dents à certains pays membres moins rigoureux en termes de dépenses publiques. Au final, tous les arguments s'entendent. D'un côté, il faut garantir les services publics pour les citoyens et accompagner la croissance, tandis que, d'un autre côté, il est important de garantir un budget stable en cas de conjoncture économique négative, comme la crise sanitaire que nous vivons. D'ailleurs, c'est logique. Pourrez-vous vivre avec un colocataire qui jette l'argent commun par la fenêtre? Au bout d'un moment, on dit basta. Bref, l'équilibre est parfois difficile à trouver. Des solutions ont été proposées comme l'instauration d'un vrai fédéralisme budgétaire. Ce fonctionnement permettrait des transferts publics pour réduire les disparités et atténuer les conséquences des chocs économiques. À ce stade, rien n'est moins sûr. Pourtant, c'est sûr, en 2002, avec l'euro, nous sommes devenus plus européens, les mains dans les poches. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui l'eurodéputé Jan-Christoph Eugen, eurodéputé allemand, membre du groupe Renew Europe, vice-président de la commission des transports et du tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors 2021, c'est l'année européenne du rail. Alors un train a sillonné toute l'Europe entre septembre et octobre. C'était le Connecting Europe Express. Objectif, promouvoir le train auprès des citoyens européens et aussi une vraie mobilité durable. Est-ce que vous pensez que le train est vraiment négligé dans les trajets qui soient du quotidien ou pour des trajets un peu plus éphémères, pour des vacances ou autres? Le train a son rôle et il y a énormément de gens qui prennent le train et heureusement parce que le train est important notamment dans les zones urbaines pour transporter les personnes qui vont au travail. Donc ça c'est très important et c'est un rôle clé dans le transport. Parce que imaginez la région parisienne sans RER, ça ne marcherait pas qu'avec les voitures. Donc heureusement qu'on a le train et qu'il est apprécié. Après, la grande question c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir le train et le fait ou l'idée de prendre plus le train et de laisser la voiture à la maison. Et je pense pour cela, il faut que le service soit bon, que le produit est bon, que les gens aient envie de prendre le train. Ce n'est pas toujours le cas.
On parle souvent des retards. Il y a les retards, il y a l'équipement des trains. Est-ce qu'on peut travailler dans le train si on fait un long trajet? Tout ça, c'est important si on veut que le train soit une vraie alternative à la voiture ou à l'avion. Alors on l'a vu en France, une interdiction est tombée. Certaines liaisons aériennes intérieures sont interdites en cas d'alternative en train de moins de 2h30. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise solution d'imposer, on va dire, finalement le trajet en train à la place de l'avion? C'est une solution qui est prise en France pour une situation française. En France, vous avez les lignes grande vitesse, vous avez des connexions avec les aéroports. Le système du train est plutôt bien développé. En Allemagne, moi je suis allemand, donc je peux comparer, on a un système du train où on n'a pas de ligne de grande vitesse. On a plutôt des connexions qui ne sont pas lentes, mais notre TGV à nous, le ICE, il roule moins vite que le TGV et il fait plus de stops. Du coup, on ne peut pas comparer ces deux situations. Donc, je pense qu'il faut, à l'échelle nationale, trouver un bon fonctionnement et avoir la possibilité de faire la connexion entre le train et l'avion. Parce que vous n'allez pas en train dans les États-Unis ou en Asie. Donc, il faut la connexion avec l'avion. Et au moment où c'est possible, vous pouvez remplacer des trajets courts par le train. Mais si ce n'est pas possible, il vous faut des avions avec des trajets courts pour faire la liaison avec les aéroports. Donc c'est une question de comment est le réseau et est-ce qu'on a les bonnes connexions entre les différents modes de transport. Alors vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut travailler dans le train? Et des fois les gens ont l'impression de perdre leur temps dans le train. Le Trans-Europe Express, vous en avez sans doute entendu parler, le développement des trains de nuit, par exemple le Paris-Vienne, qui partira à partir du 13 décembre. Est-ce que c'est des initiatives qui cette fois-ci pourraient être payantes, car potentiellement la nuit, les gens dorment et ont l'impression de ne pas perdre leur temps cette fois-ci? C'est une nouvelle magnifique qu'il y a à nouveau le train de nuit et j'espère que bientôt on aura également un train de nuit Paris-Berlin. Ce serait une bonne nouvelle. Ce serait une décision très forte. Ce serait une décision très forte et un symbole très fort également. Après, il faut que ça soit un bon produit, un bon service. Si vous avez un train qui vous fait arriver à votre destination qu'à 11h du matin, vous loupez 2-3 heures pendant la matinée où vous pouvez faire des réunions. Donc ça ne serait pas accepté par ceux qui veulent prendre le train, qui utilisent le train. Donc il faut un bon produit qui est à la rencontre des demandes des passagers. Alors, et à ce moment-là, c'est une super solution, et à la condition qu'au long terme, il y a assez de gens qui le prennent et que d'un point de vue financier, ça soit rentable. Alors, on parle des passagers, mais outre le transport de passagers, il y a aussi le fret, qui est une grande majorité finalement des déplacements en avion, aussi par la route. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que le fret soit plus exploité au niveau du chemin de fer, par exemple? On a déjà une très bonne situation dans le fret. Il y a, à mon avis, 2 points où on doit s'améliorer. Premièrement, c'est la digitalisation. Dans beaucoup de pays, notamment dans le centre de l'Europe, on n'a pas assez de capacité sur les chemins de fer. Donc, il nous faut un système digital qui nous améliore, qui nous permet d'améliorer l'utilisation des chemins de fer. Et comme ça, on peut augmenter la capacité de 10 à 20%. Ce serait un premier pas. Et deuxièmement, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait à la fin du trajet. Et parfois, il y a la connexion dans les ports, ça existe dans certaines régions. En France, on peut s'améliorer encore.
Et ça, c'est important d'avoir cette connexion après l'arrivée des containers, par exemple, dans les ports européens, d'avoir la connexion directement avec le rail. Et au bout, d'avoir des bonnes connexions entre la route et les chemins de fer, parce que vous n'allez pas pouvoir amener le train partout. Il faut, au bout d'un moment... Il n'arrivera pas dans votre supermarché, ça voilà, c'est sûr. c'est ça. Que ça soit transporté par des camions, mais moins de camions possible. Ça, c'est le but. Alors, l'Europe a fixé un plan zéro pollution d'ici 2050. C'est dans le cadre du fameux pacte vert. Est-ce un objectif réaliste, selon vous? Et surtout, comment aider les Européens dans les différents pays à s'y préparer et à parvenir à cet objectif? C'est un objectif ambitieux. Je pense que... Réalisable? Oui, je pense. Après, il faut se donner les moyens. Il faut faire des efforts. Et ça ne sera pas gratuit. Pour moi, c'est important que dans cette transition, on aide ceux qui ont des difficultés. Et ça sera plus difficile dans les zones rurales que dans les zones urbaines. C'est évident. Ça sera plus compliqué dans les pays de l'Est que dans les pays de l'Ouest de l'Europe. Donc, à mon avis, il faut aider pour cette transition au niveau européen. Après, les entreprises qui produisent les voitures ont déjà décidé, ont annoncé la fin du moteur à combustion interne. Donc, on va vers l'électrique dans les voitures. Mais vous pensez que c'est une solution d'avenir ou de transition, l'électrique en voiture? Non, c'est une solution d'avenir, je suis persuadé. Après, à mon avis, ça ne suffit pas. Parce que là encore, il faut qu'on ait une bonne connexion entre les modes de transport qui sont individuels avec les modes de transport Vous pensez qui qu'il sont collectifs. faut revoir sa façon d'utiliser la voiture? Utiliser sa voiture pour faire 800 km, on ne le fera plus. Et on ira en transport en commun à la gare. En sortant de la gare, on louera peut-être une voiture électrique qui aura une autonomie de 2, 3, 4, 500 km pour son lieu de vacances ou son lieu de travail? Oui, je pense. Je pense qu'on aura plus d'options de mobilité partagée. Et c'est une bonne chose. Il y a de moins en moins de gens qui possèdent une voiture. C'est comme ça. Et c'est dans le sens de l'histoire. Après, il faut que ça soit praticable. Je pense au moment où c'est praticable et où c'est confortable pour les passagers, pour ceux qui utilisent les moyens de transport, ils acceptent ça. Au moment où c'est compliqué, où on ne peut pas, on parlait des trains tout à l'heure, où on ne peut pas se fier à ce que le train arrive vraiment à l'heure et qu'on ait la connexion, ils vont se dire, bon, vous peut-être mieux prendre la voiture. Donc tout va ensemble il faut un paquet où à la fin, ça soit, où les consommateurs adhèrent à ces nouveaux moyens de transport. Alors avant de se quitter, un moment sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Alors une plateforme a été mise en place qui permet aux citoyens européens de s'exprimer, futureu.europa.eu. Pour vous, à quoi ressemblerait l'Europe de demain et l'Europe idéale? L'Europe idéale, c'est une Europe qui est démocratique, qui a des décisions rapides, qui attaque et traite les points importants qui sont demandés par nos concitoyens. C'est la crise du climat, c'est également les questions autour de la migration, c'est la défense, c'est un marché intérieur qui est fort parce que c'est ça notre force et qui fait que l'Europe a du pouvoir au monde. Donc je pense que c'est une Europe qui est plus rapide. C'est surtout ça et on doit tous s'améliorer sur cette question. Très bien, merci beaucoup Jan-Christophe Heugen d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputé allemand, membre du groupe Renew Europe et vice-président de la Commission des Transports et du Tourisme. Zone Europe. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesses populaires chez l'Opportun. On s'intéresse cette semaine au gui. Le gui, c'est encore une superstition, une tradition qu'on observe aujourd'hui dans les maisons pour la Saint-Sylvestre. Cette
cette croyance porte-bonheur du gui, il faut remonter chez les Celtes et l'époque druidique. Pour que le gui porte bonheur, il fallait qu'il soit recueilli par un druide qui allait le cueillir avec une faucille en or. Et il fallait qu'on l'aide avec un drap en dessous parce que le gui ne devait pas toucher le sol. Et à partir de ce moment-là, le gui était paré de vertu. On devait même le faire tremper une nuit parce qu'on allait, avec cette eau, obtenir une eau miraculeuse qui, toute l'année, permettrait de guérir les petits bobos. Donc, ce gui, aujourd'hui, on va le mettre à l'entrée d'une maison. La tradition voudrait que l'on s'embrasse avant minuit, enfin aux 12 coups de minuit. Alors, il y a une autre tradition qui dit qu'il faut se dépêcher quand sonne minuit de s'embrasser sous le gui, mais il faut qu'il soit tout de suite décroché après. Il ne faut pas qu'il reste dans la maison parce que là, il porte malheur. Donc, il faut aller se débarrasser de ce gui porte-bonheur. Il y avait un geste qui était néfaste pour celui qui le commettait. Il ne faut jamais débarrasser un arbre de tout son gui. Il faut juste prendre ce dont on a besoin et le rapporter à la maison. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.